Donc, bonjour à tous, on va étudier aujourd'hui la preuve du contrat. Donc après la formation du contrat, c'était le titre 1. Titre 2, la preuve du contrat. Grand 1, la charge de la preuve. Donc qui doit prouver? Qui doit rapporter la preuve? C'est ça la question de la charge de la preuve. Celui qui a la charge de la preuve, il doit apporter cette preuve, sinon il ne convainc pas, sinon son argumentation ne peut pas être suivie. Donc l'article 1353 du Code civil met à la charge de celui qui se prétend créancier l'obligation de prouver sa créance. Cet article dispose que, ouvrez les guillemets, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Point. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Fermez les guillemets. Le créancier sur qui repose la charge de la preuve ne dispose pas nécessairement de la qualité de demandeur à l'action en justice. Il peut s'agir dans certains cas du défendeur. Juste pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous réclamez à quelqu'un 100 000 euros parce que vous lui avez vendu un bien et vous n'avez pas été payé. Donc vous assignez, donc vous êtes le demandeur. L'autre partie est le défendeur. Donc vous allez dire, vous me devez 100 000 euros parce que vous ne m'avez pas payé. Et eux vont peut-être avoir la charge de la preuve, le défendeur va peut-être avoir la charge de la preuve de prouver qu'il ne vous a pas payé parce que le produit que vous lui avez vendu était, par exemple, une contrefaçon ou était présenté des vices cachés. Donc c'est lui qui aura la charge, la preuve de prouver la contrefaçon, de prouver le vice de la chose ou autre. Vous voyez, la charge à preuve au départ, c'est vous qui avez prouvé que vous n'avez pas été payé. Vous apportez cette preuve-là, que vous avez bien vendu une chose et vous n'avez pas été payé. Maintenant, c'est à l'autre partie de prouver pourquoi elle ne vous a pas payé, par exemple. Donc la charge de la preuve porte non seulement sur l'existence d'un contrat, mais également sur son contenu, dès lors qu'une partie prétend tirer un droit de ce contenu. Exemple, vous êtes le vendeur d'une chose, vous allez devoir prouver que vous avez vendu la chose, mais vous allez peut-être devoir prouver également le prix de vente. Donc, nouveau paragraphe. Les règles relatives à la charge de la preuve peuvent être renversées par le jeu de présomption. Le nouvel article 1354 du Code civil dispose que la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits, en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe, donc dispense celui au profit duquel elle existe, d'en rapporter la preuve, et vous pouvez fermer les guillemets. C'est alors au co-contractant de prouver en renversant cette présomption. Donc c'est alors au co-contractant de prouver en renversant cette présomption. Par exemple, la présomption de paternité. Si une femme est mariée avec un homme, le père, et a un enfant, le mari est présumé être le père de l'enfant. Donc si la mère engage une action en justice en disant « mais cet homme est le père de mon enfant », elle n'a pas besoin de rapporter la preuve que c'est le cas. Par contre, si cet homme prétend qu'il n'est pas le père de l'enfant, alors qu'il est le mari de cette femme, il devra prouver, peut-être en réclamant un test ADN, il devra prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant, peut-être prouver qu'il n'était pas là depuis plus de 9 mois, et ainsi de suite. Donc vous comprenez ce que c'est qu'une présomption, c'est quelque chose qui va dire, au lieu que la preuve ce soit la mère qui prouve
que l'homme est le père de son enfant, là, la mère, elle est dégagée de cette preuve. Puisqu'ils sont mariés, c'est le père qui est présumé l'enfant et c'est lui qui est présumé être le père de l'enfant. Et c'est lui qui va devoir rapporter la preuve en sens inverse que non, il n'est pas le père, il est effectivement le mari, mais pas le père. Dans certains cas, la présomption est dite mixte. Excusez-moi, j'ai juste raté une phrase. Donc, dans certains cas, virgule, la présomption est simple. Après, on fera mixte. La présomption est simple. Elle peut alors être renversée par tout moyen de preuve. Donc, quand il y a une présomption simple de quelque chose, vous êtes présumé peut-être être responsable, et vous pouvez prouver que vous ne l'êtes pas par tous les moyens de preuve. Dans d'autres cas, la présomption est mixte. Elle ne peut être renversée que par certains moyens de preuve. C'est-à-dire que toutes les preuves ne seront pas acceptées. Il n'y a qu'un certain type de preuves qui seront acceptées. Enfin, troisième cas, la présomption peut être irréfragable. Irréfragable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être renversée. Exemple, il y a un jugement qui vous a condamné, le délai d'appel est expiré, eh bien, le jugement est revêtu de l'autorité de choses jugées. On ne peut pas aller contre. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, peu importe, ça a été jugé de manière définitive, donc on ne peut plus aller contre. Grand 2. Les principes applicables en matière de preuve. 2.1. Nul ne peut se créer de titre à soi-même. 2.1. Nul ne peut se créer de titre à soi-même. Donc, nouveau paragraphe. Le créancier doit rapporter la preuve de ses prétentions par le biais d'éléments qui lui sont extérieurs. Il peut s'agir d'écrits ou de témoignages, mais il ne peut pas se fonder sur ses propres écrits ou sur son propre témoignage. Exemple, un fournisseur ne peut pas réclamer un paiement en se fondant uniquement sur sa propre facture. Donc vous vendez quelque chose, vous ne pouvez pas aller voir un juge en disant « j'ai vendu ceci à monsieur X, la preuve, ma facture ». S'il n'est pas signé par la partie adverse, s'il n'y a pas eu un devis, s'il n'y a pas eu un courrier, une attestation de quelqu'un ou autre, c'est facile, hein, dans ces cas-là, vous établissez 100 000 factures et vous allez vite devenir très très riche. Donc voilà, on ne peut pas se faire une preuve à soi-même. De même, on ne peut invoquer le double de ses correspondances, de ses livres comptables, de ses déclarations fiscales. Il faut quelque chose qui nous soit extérieur. 2.2. La loyauté des preuves. La jurisprudence a refusé à une partie la possibilité de produire en justice des documents obtenus de façon illicite ou frauduleuse. Exemple, un enregistrement clandestin, une photocopie illicite, une correspondance couverte par le secret professionnel. Donc juste quelques rappels, par exemple, si effectivement vous n'avez a priori pas le droit d'enregistrer une conversation téléphonique pour vous en servir en justice, vous pouvez en revanche tout à fait utiliser les SMS qu'on vous a envoyés. Pourquoi ? Parce que quand on envoie un SMS à quelqu'un, c'est comme une lettre, on sait très bien que ça va être enregistré. Donc ce n'est pas illicite de garder une copie du SMS. Autre question de loyauté des preuves. Alors, je ne sais pas si vous êtes très amateur de football, mais vous avez peut-être entendu, ça fait maintenant quelques années, il y avait eu un énorme scandale avec un joueur de football qui s'appelait Valbuena. Valbuena avait été l'objet d'une sextape. Et un de ses camarades, d'ailleurs une relation d'un joueur de l'équipe de France de l'époque, et actuel attaquant du Real de Madrid, pour ceux qui suivent un petit peu le foot,
a tenté de le faire chanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Valbuena a été voir la police pour dire qu'il était victime d'un chantage, et la force publique, donc un policier, a essayé de se faire passer pour un représentant du joueur auprès des auteurs de l'infraction, leur faisant croire qu'effectivement il représentait Valbuena et qu'il allait peut-être leur donner de l'argent et autres. Il a essayé de piéger comme ça ceux qui eux-mêmes tentaient de faire chanter Valbuena. On s'est posé la question de savoir si c'était une preuve qui était loyale. Est-ce qu'un policier peut comme ça mentir sur sa qualité, faire croire qu'il est le représentant de Valbuena alors qu'en réalité c'est un policier? Autre question de loyauté des preuves qu'on peut se poser, c'est le testing devant les boîtes de nuit avec des caméras cachées. Donc vous savez qu'il y a un certain nombre de boîtes de nuit qui ont des pratiques discriminatoires et racistes, et des associations ont voulu faire des testings où des personnes, vous savez ce que c'est, on fait entrer deux personnes qui sont identiques, si ce n'est identiques, qui ont les mêmes caractéristiques, mêmes vêtements, etc., même âge, sauf que l'un est blanc et l'autre est noir, par exemple, et on regarde si les deux personnes rentrent dans les mêmes conditions dans la boîte de nuit. Et on a fait des testings avec des caméras cachées. Il s'est posé la question de savoir si les caméras cachées étaient un moyen de preuve loyal ou pas. La Cour de cassation a considéré que c'était effectivement loyal. Quid, par exemple, autre exemple de loyauté des preuves, les enregistrements de conversations qu'a eu une femme très connue, pour ne pas la citer, Liliane de Bettencourt, qui était donc la patronne de L'Oréal, la propriétaire plus exactement de L'Oréal, la plus grande actionnaire en tout cas, avec son avocat. Est-ce qu'on peut utiliser les enregistrements qui ont été faits par son majordome? Est-ce qu'on peut enregistrer, sans le prévenir, un salarié? Voilà. Autre question aussi qui s'est posée récemment, pour vous montrer tous ces cas où on peut se poser des problèmes de loyauté de preuve, c'est toujours les forces de police qui, dans certains pays, ont utilisé des sites pédopornographiques pour attirer des pédophiles et pouvoir ensuite remonter la filière et les arrêter. En France, on s'est demandé si effectivement la police pouvait créer un site internet de ce type-là pour ensuite remonter le réseau. Voire même, autre question qui s'est posée, puisque c'est interdit en France, est-ce qu'on peut utiliser les informations obtenues par la police australienne qui avait créé un site pédopornographique? Voilà, donc vous comprenez un petit peu mieux peut-être ce qu'est la problématique de la loyauté de la preuve. 2.3. Excusez-moi, juste un petit truc. Ah. « 2.3. Les conventions relatives à la preuve. Les parties peuvent aménager les règles relatives à la preuve dans un contrat. Les conventions relatives à la preuve sont licites. Exemple, un code secret, lorsqu'on utilise une carte bancaire, si vous mettez votre numéro, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, 4, si c'est votre code secret, c'est peut-être pas le meilleur, il faut peut-être changer, pour votre carte bancaire, eh bien, vous savez que cela vaut comme si vous aviez signé. Vous avez donné l'ordre à votre banque de payer. Même chose sur Internet, vous pouvez avoir un mot de passe ou autre qui vaut paiement. Donc différentes règles ont cependant été mises en place pour éviter que ces conventions soient conclues au détriment de l'intérêt du consommateur ou des assurés. Donc maintenant on va attaquer le grand 3, les différentes formes des crimes, et je vais m'interrompre pour ne pas avoir une vidéo trop lourde.